Partons à présent, si vous le voulez bien, et portons notre regard sur la prévention des violences intrafamiliales et le rôle des professionnels de santé dans ce domaine. Frédérique Martz, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous en ligne. Vous êtes cofondatrice et directrice de Women's Seven Children et vous dites, attention, les termes sont extrêmement importants. Vous dites violence intrafamiliale, c'est fondamental de bien prononcer ce mot, prendre en considération les enfants. Pourquoi ? Alors, bonjour. Je tenais vraiment à remercier le président de la FHP, Lamine Garbi et Béatrice Noëllac, de m'avoir permis ou de me permettre de prendre cette fenêtre d'intervention sur la prévention des violences intrafamiliales. Quel sujet! Je suis ravie de faire partie de cette e-conférence, puisque tous les termes qui ont été utilisés, quel que soit l'intervenant ce matin, me parlent beaucoup. Alors, l'Institut, pour le résumer, c'est effectivement un centre pluridisciplinaire qui a été créé en 2014 et qui a voulu réunir santé et justice dans un même lieu. C'est important parce que c'est effectivement de là d'où démarre notre histoire, c'est cette volonté de faire entrer la santé comme un des maillons de la chaîne d'intervention dans le cadre des violences intrafamiliales, voire conjugales. Alors, pour moi, le début de cette aventure avec la FHP, c'est une convention que l'on a signée, je crois, en 2021 et qui nous permet aujourd'hui d'intervenir auprès des structures de la FHP pour les former des équipes, mais aussi pour imaginer une offre de soins de proximité ou d'adressage, en tout cas, des centres, des hôpitaux publics ou des cliniques, des hôpitaux privés et évidemment des cliniques privées. Alors, les violences intrafamiliales, pour moi, sont un sujet qui reste encore malheureusement tabou pour les professionnels de santé. Prévenir, c'est être formé pour agir. Alors, aujourd'hui, j'ai envie, et en général, je ne rentre jamais dans ces détails de chiffres parce qu'on est assommé de chiffres dans notre société, mais juste pour poser le contexte, aujourd'hui, une femme sur trois a subi des violences et va en subir dans sa vie, et un enfant sur 10 est victime d'inceste, toujours selon des statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est que les violences sont partout. Ces violences peuvent prendre plusieurs formes, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychiques, économiques, et malgré tout, les professionnels de santé restent assez frileux pour agir. Pourquoi? Parce que souvent se pose la question du comment agir, car encore aujourd'hui, plusieurs professionnels qu'on a pu rencontrer dans notre activité nous disent ne jamais avoir rencontré de patients victimes. Alors on est toujours un peu étonné parce qu'on sait que quand on dit les violences sont partout, elles prennent beaucoup de formes. Tout à l'heure, j'ai entendu un service de gynécologie intervenir. Combien de fois on a retrouvé des femmes qui se déclaraient dans les violences dès la première grossesse? Donc, c'est un constat que l'on fait, que les services et les professionnels de santé peuvent faire, et aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il faut, et que on manque aujourd'hui de formation. Il faut se former pour être attentif aux signaux faibles, comme on les appelle. C'est s'interroger sur les antécédents des violences, c'est ne pas hésiter à poser la question pendant la consultation. Souvent, les professionnels ont peur d'ouvrir cette boîte de Pandore qui effectivement peut être interprétée comme quelque chose qui va prendre du temps dans la consultation. Je pense que l'idée, c'est principalement de se dire que quand on ouvre la boîte de Pandore, il faut savoir être entouré. Pardon. C'est pour ça que je parle beaucoup de l'idée d'une pluridisciplinarité autour de la prise en charge des violences. La pluridisciplinarité, elle permet d'établir un contact, un lien de confiance déjà avec une personne qui se déclare dans les violences. Le lien de confiance, les professionnels de santé l'ont de fait, puisque la confiance est établie, on va dire, par une relation, déjà un colloque singulier qui existe que dans ces professions-là. Ce colloque singulier, il met en place, en fait, ou il permet en tout cas des questions très intimes. Euh, il ne faut pas craindre de les poser, de révéler que les violences subies pourraient raviver des traumatismes. Ce n'est pas le cas. Ils conduisent simplement à libérer la parole, ou en tout cas un début de parole qui permet effectivement déjà à la personne de
victime, d'entrer dans une certaine reconnaissance, parce que combien de patientes, ou en tout cas de femmes que nous recevons aujourd'hui, disent ne pas avoir été interrogées sur leurs antécédents ou sur leur situation de violence vécue. Donc, j'encourage vraiment les professionnels de santé à se sentir libres de poser des questions simples qui sont de l'ordre de la prévention, sachant que agir en pluridisciplinarité permet évidemment à un groupe de personnes de compétences différentes, et tout à l'heure vous avez parlé des professionnels de santé, mais aussi des assistantes sociales, de pouvoir, on va dire, partager une action commune mais coordonnée. Merci beaucoup pour, encore une fois, l'ensemble des éléments que vous nous apportez. Mais vous nous avez dit, parfois le professionnel de santé hésite à poser la question. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas suffisamment formé, parce que faire face à une première détresse, on ne sait pas comment faire, parce que la formation manque. Pourquoi cette absence de question qui semble évidente, quand on le dit ici comme cela entre nous? Je pense que le sujet des violences, comme je l'ai exprimé au début, sont encore très très tabous. Elles ne sont pas abordées facilement par les professionnels de santé, principalement parce qu'ils ne sont pas formés. On a formé beaucoup de services d'urgence, mais malheureusement, ces services d'urgence, on n'y a rencontré que les acteurs de première ligne, pas encore les médecins. C'est dommage parce que c'est une complémentarité que de pouvoir agir en fait ensemble. Le médecin aujourd'hui, il est le premier acteur de première ligne. Pour nous, le médecin, il va effectivement appréhender l'état de santé de la personne, simplement parce que la personne est venue le voir pour on va dire une question de santé, mais pour autant, il faudrait que le professionnel puisse se poser la question sur sa récurrence. Pourquoi ce patient vient aussi souvent, vient tous les lundis matins, vient avec des maladies chroniques qui se développent. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que les violences ont un fort impact sur la santé de la personne. Tout à l'heure, on parlait de la qualité de vie, mais aussi de cette prise en compte en fait de l'impact de la santé dans les conditions de vie. La violence a un vrai impact. On dit qu'une femme perd 1 à 3 années de vie en bonne santé. Donc, pour nous, c'est absolument indispensable de réfléchir à mieux appréhender une maladie chronique à travers effectivement un questionnement qui peut être lié totalement à on va dire, à une forme de violence qu'elle subit, mais qu'elle n'exprime pas pendant la consultation. Donc, s'interroger systématiquement sur finalement les premiers éléments, effectivement, les premiers déclencheurs. Quand on parlait tout à l'heure des grossesses, pour moi, ce n'est pas une maladie, mais évidemment, ces femmes déclarent souvent, dans le cadre des grossesses ou des premières grossesses, les débuts des violences. Les maladies chroniques, c'est pareil. Souvent, on ne pose pas suffisamment la question sur quand est-ce qu'elles ont démarré et dans quelles circonstances elles ont démarré. Vous avez évoqué également tout à l'heure le cas de ce professionnel de santé qui se trouve au bord de la question, qui va poser la question, Madame, êtes-vous simplement victime de violence? Et il ne la pose pas, ou la poserait peut-être pas, tout simplement parce que derrière cette réponse, il va y avoir 1 heure de consultation. Ici se pose la question des moyens, du financement. Encore une fois, mon propos ici n'est pas de stigmatiser, surtout pas, mais de comprendre. Donc ici, il y a une question vraiment d'argent, de financement, soyons très clairs. Alors, je pense qu'il y a une question de financement, mais aussi de temps de consultation. Je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, les violences, ou en tout cas la consultation qui tourne autour du sujet des violences, soit une consultation longue, considérée comme longue, qui ne doit pas impacter sur l'organisation du professionnel de santé dans son organisation professionnelle et son temps de consultation. On sait que les temps de consultation sont précieux pour les professionnels de santé, d'autant plus quand ils sont effectivement débordés. Et cette notion d'être débordé ne privilégie pas effectivement ces temps de consultation longs, parce qu'effectivement quand vous ouvrez la boîte de Pandore, comme je disais, là vous partez pour 1 heure de consultation. C'est une libération de la parole qui doit aujourd'hui ne pas être une contrainte, mais au contraire mettre le professionnel de santé comme un acteur de la prévention, mais aussi de l'adressage. Il n'est pas obligé effectivement de prendre ce temps de consultation, il doit être bien entouré. Je parlais justement
justement de la pluridisciplinarité comme un environnement favorable pour mieux agir et ne pas porter la charge totalement sur l'unique professionnel de santé qui va prendre en compte cette libération de la parole. Je crois que ce que je voulais dire sur l'aspect financier, l'action commune doit pouvoir être valorisée par un financement. C'est un projet de santé publique qui doit être soutenu par les ARS. Aujourd'hui, malheureusement, dans le domaine des violences, en tout cas, les hôpitaux publics ne doivent pas être les seuls et uniques lieux d'accueil des victimes de violences qui sont aujourd'hui. Les hôpitaux publics sont largement financés aujourd'hui par cette prise en charge. N'oublions pas que ces victimes, ce sont elles qui choisissent les personnes auprès desquelles elles se sentiraient le mieux pour délivrer ou libérer leurs paroles et non l'inverse. Je crois qu'il est indispensable effectivement que la FHP défende en fait ce sujet qui est de dire qu'il faut absolument défendre sa position d'hôpitaux privés qui permettent effectivement de bénéficier des mêmes avantages que sont donnés aujourd'hui aux hôpitaux publics. Il a été évoqué tout à l'heure la ruralité et merci de l'avoir évoqué. Notre association s'est positionnée sur la ruralité. Et on ne peut pas l'ignorer aujourd'hui et on sait que les hôpitaux de la FHP sont souvent situés dans les zones, on va dire, de ruralité. Les zones rurales sont dépourvues de professionnels de santé et il ne faut pas ignorer une chose, c'est que ces zones souffrent d'un déficit de mobilité individuelle et commune et aujourd'hui 50% des féminicides sont perpétrés dans ces zones rurales quand seulement 30% de la population y habite. Les espaces ruraux ont des caractéristiques particulières qui entravent la prévention, qui entravent la détection et l'intervention de la prise en charge. Donc voilà, je voulais faire ce petit focus parce que je sais que ça a été abordé avec une volonté d'agir aussi dans ces zones. Merci beaucoup, Madame, pour votre témoignage. Je retiendrai 3 points importants de votre intervention. La première, c'est prévenir demande vraiment être formé. La prévention demande une formation. La deuxième, vous avez insisté beaucoup, c'est pluridisciplinarité. Et troisième point, dites-vous, effectivement, il faut du financement pour avoir un temps long parfois de consultation. La consultation de prévention n'est pas tout à fait la même chose qu'une consultation sur le soin même. Dans un instant, si vous le voulez bien, nous allons nous plonger au cœur même de la société. Les personnes en activité, mais également aux confins de celle-ci, les personnes en grande précarité, comment porter la prévention jusqu'à toutes ces personnes. Dans un instant.